Merci infiniment de cette invitation à être des vôtres à Paris. Je vais faire ma présentation en anglais et je suis heureux qu'on s'intéresse tellement à Paris où il y a beaucoup de solutés salins. Donc voilà, je vais pouvoir vous parler justement de solutés balancées ou pas balancées. Les solutés doivent-ils être balancées? Je travaille à la fois à Amsterdam et à Rotterdam, mais conflit d'intérêts. Je vais surtout présenter un dispositif de Badies Medical. Je n'ai pas d'intérêt financier puisque ceci a été mis au point dans cette déclaration assez longue de conflit d'intérêts par quelqu'un de ma famille. Mais c'est surtout le fait que je sois physiologiste. Je ne suis pas un clinicien. Donc finalement, je jette un regard un petit peu différent sur ce que vous faites. Et je voudrais partager avec vous justement ce point de vue, comment quelqu'un regarde tout cela de l'extérieur, cette question des solutés. Alors, on parle du grand débat du soluté et il y a une vraie crise. C'est pas un débat, tout le monde hurle et ceux qui gagnent, ceux qui l'emportent sont ceux qui ont la plus grande gueule, entre guillemets. Et dans ce grand débat sur les solutés, on parle surtout de composition. Il n'y a pas de cible hémodynamique qui serait utilisée dans un scénario hémodynamique. On utilise, on donne le mauvais soluté au mauvais patient au mauvais moment. On ne sait pas pourquoi il faut en donner. On ne regarde pas quel va être l'impact de la surcharge volémique. La plupart de ces patients restent anémiques parce qu'on a trop recours au liquide, au soluté. Et donc, il y a des essais un petit peu comme ça, à l'aveuglette, et on ne sait pas trop, il n'y a pas de protocole, on ne sait pas ce qui se passe, notamment ces essais en Australie. Et on n'essaye pas de savoir finalement, on met sur pied des essais, mais on ne sait pas de savoir pourquoi ça fonctionne. Et tout ça, on le trouve dans le journal, dans le New England. Et je crois que les cliniciens devraient avoir l'interdiction pure et simple de les lire parce que on y publie des choses très mauvaises. Et comme je suis physiologiste, je peux dire tout ce qui est politiquement non correct, pas politiquement correct, et j'en ai le droit. Alors, les amidons, par exemple, je ne dis pas qu'ils sont bons, mais ils ne sont pas aussi mauvais que certains veulent bien le prétendre. Les salins, si on les examinait aussi attentivement, on les interdirait purement et simplement. Ils ne passeraient même pas l'étape de la première phase des essais. Donc moi, ce qui me gêne profondément avec ce type d'essai, c'est qu'on peut donner les mêmes informations et en sortir, si vous voulez, quelque chose de très positif à dire sur les amidons. Mais c'est tout le problème de la façon dont on publie des statistiques. Ici, vous voyez, il y a plus de 3000 patients. Et avec le New England Journal, il faut regarder toujours les petites lettres. Et là, on voit qu'il n'y en a plus que 850. Quid des 2150 patients qui ont disparu? Et on nous dit qu'il n'y a qu'une différence de 40 patients entre les deux groupes et que c'est la raison pour laquelle on peut dire valablement que les amidons tuent les gens. Les statistiques, c'est comme les bikinis. Elles révèlent ce qui est intéressant, mais cachent ce qui est vital. Et puis, vous avez tous ces essais, encore publiés par le New England Journal. Il y a le SOAP, le PROCESS, le Parachoc, le TRIS, le RISE, etc. Et ils ne font état d'aucune différence. Einstein l'a dit, la folie consiste à faire sans arrêt la même chose et à s'attendre à avoir des résultats différents. Et c'est ça le problème en réa aujourd'hui. On a perdu la blessure, on a perdu les amidons, on perd les choses les unes après les autres. Qu'est-ce qui va vous rester? C'est les solutés salins, l'examen, et puis c'est tout ce que vous aurez pour vous occuper de malades sévères. C'est tout simplement parce qu'on se désintéresse des mécanismes. Il faut traiter les mécanismes et la physiologie et espérer
qu'un bon pronostic, une bonne issue sera un effet secondaire positif. Mais vous êtes des physiologues et je crois que finalement, en réa, il y a trop de feux verts et pas assez de feux rouges. On peut toujours, en réanimation, considérer les choses différemment. Vous avez des gens qui mettent au point des essais et qui ne veulent pas savoir finalement comment ça va fonctionner, qui veulent simplement avoir des choses faites en essais randomisés, des essais cliniques randomisés. Et puis, dans l'autre groupe, je pense que ce qui est très important, c'est que la physiologie, finalement, c'est la seule étoile polaire qui doit nous guider. Pour en revenir aux liquides, les solutés, pourquoi est-ce qu'on les utilise dans divers pays? Il n'y a aucune base scientifique à cela. Alors, si vous êtes en Australie, vous aurez de l'albumine. On vous donnera de l'albumine parce que c'est gratuit. On vous donnera des gélatines, des cristalloïdes si vous êtes aux États-Unis. Chacun produit son propre vin, sa propre bière, sa propre mixture, et c'est la seule raison pour laquelle vous allez dans tel ou tel pays avoir telle ou telle soluté. Donc, pourquoi donner des solutés? Qu'est-ce qui fait que vous allez prendre telle ou telle décision et donner telle ou telle chose? Tout d'abord, en fonction de ce qu'on appelle l'hypovolémie, c'est-à-dire il y a un manque de volume circulant, pas assez qui arrive au cœur. Si on en rajoute, on aura un débit cardiaque plus important. Ça veut dire qu'on pense que ce qui arrive au cœur va arriver aux cellules qui vous intéressent. On part du principe que au niveau de la macrocirculation et de la microcirculation, il y a une cohérence qui s'établit. On veut une perfusion tissulaire et donc pour pouvoir corriger le problème du manque d'oxygénation tissulaire. Il n'y a pas d'autre raison finalement. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est comme ça que cela se passe? Ou est-ce qu'on administre des solutés pour la mauvaise raison? Est-ce qu'on pense qu'en hypovolémie, la perfusion tissulaire va être un problème ou pas? Voilà, tous ces problèmes. Donc, on veut améliorer le débit cardiaque. On veut, et comme on ne peut pas, donc on a recours à des produits surrogats et produits de remplacement. Et c'est la raison pour laquelle on a tout cela. Ça n'a rien à voir avec la physiologie, c'est lié à ces surrogats. Parce que vous avez une information concernant l'oxygénation tissulaire. Mais finalement, de quoi s'agit-il? Quels sont les solutés? Quels sont à votre disposition? Les colloïdes, les cristalloïdes, les solutés balancés et non balancés? Finalement, qu'est-ce qui vous reste? Vous n'avez plus que les gélatines. C'est quand même extraordinaire. Maintenant, on les utilise. Avant, on ne les utilisait pas. Combien dans la salle on utilise? Combien utilisent des gélatines? Vous savez s'il existe la littérature sur gélatine? Non. Eh bien, je peux vous dire attention à votre foie. En tout cas, on utilise des dextranes. Alors, ne parlons pas des colloïdes. Et donc, nous avons ce qui est équilibré et non équilibré. Équilibré, c'est, on dit que la composition est proche du sérum. Mais c'est pas vrai, mais ça a quand même une capacité dite de tampon. Et puis, nous avons notre soluté chérie préférée, qui est le chlorure de sodium. Mais ce sont des drogues, c'est des médicaments comme la pénicilline. Et ça modifie quoi? Le débit, le PO2, l'acide base qui devient totalement folle, l'équilibre osmotique, n'en parlons même pas. La pression brute dans le sang, l'un des régulateurs visuels les plus importants. Lorsque vous enlevez du fluide ou du soluté, vous avez moins de viscosité et il y a des conséquences extraordinaires. En fait, ce n'est pas anodin. Lorsqu'on donne un soluté, ça va avoir des conséquences. Et 50 paquet de chips, c'est 1 litre de 0,9% de chlorure de sodium. Est-ce que vous donneriez ça à votre gamin? Non.
Moi, j'ai donné à des patients que ça leur a donné de la diarrhée, des problèmes mentaux. Donc, c'est ça qu'on donne à ces patients, c'est-à-dire non pas un sac, mais 50 sacs. Donc, c'est la preuve qui est faite que les solutés ou les liquides fluides sont des drogues. Je crois que dans les années 1880, on avait plus de bon sens que maintenant, parce que maintenant, on en donne beaucoup plus que ce qui est nécessaire de chlorure de sodium, beaucoup, beaucoup plus. On va voir si c'est mauvais, mais en tout cas, c'est vrai. Et alors, on m'a demandé de défendre le chlorure de sodium dans un document. Moi, j'étais contre, donc c'était très difficile. Mais je dis, si vous êtes pour, bon, bah, vous n'avez qu'à lire ça. Ça a été publié dans Kidney International et c'était très intéressant parce que vous utilisez tous des doses très élevées de chlorure de sodium. Et je ne parle pas uniquement en réanimation. Je parle de tous les médicaments qui sont dissous dans le chlorure de sodium pour des raisons de sûreté, etc. Mais donc, les États-Unis, 200 millions de litres par an, ce qui est incroyable. Et j'avais déjà posé la question en 2012. Nous, on a dit 12 000 litres. Donc, et notamment Ringer's Lactate. Donc, le chlorure de sodium, c'est de loin pour vous tous qui êtes présents ici, votre soluté de référence de choix préférée. Et vous le faites. Et je pense que vos patients ne tombent pas morts comme des mouches, parce que sinon vous auriez quand même changé au fil du temps. Donc, pourquoi est-ce que ça pose un problème, le chlorure de sodium? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que ça a un impact sur la DIF, sur la différence des ions forts et sur l'acide base. Il y a deux façons de considérer cela. Il y a l'approche de Stewart. Je n'entre pas dans les détails parce que c'est toute une histoire. En résumé, on vous dit que finalement vous diluez vos ions forts et du coup vous avez une acidose à la clé parce que le chlorure de sodium entraîne une différence des ions forts importante. Les niveaux baissent et ça entraîne une acidose. Donc, on s'intéresse là au chlorure de sodium dans cette approche. Sinon, on a l'autre approche avec le bicarbonate. Donc, mais finalement, les résultats sont un petit peu les mêmes parce que les deux sont liés. Nous avons réalisé des expériences et nous sommes intéressés à l'effet que produit le fait de donner du chlorure de sodium rajouté dans un soluté balancé. Là, je ne sais pas si ceci est vendu en France, aux Pays-Bas, non, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, très intéressant sur le plan chimique. Vous voyez, un modèle de choc hémorragique simple. Le sepsis, c'est beaucoup plus complexe. Mais ici, ce choc simple, qu'est-ce qu'on fait? On vise une certaine pression, tension. Il faut toujours viser quelque chose parce que si on n'a pas de cible, la composition idéale du soluté n'est pas intéressante et on ne constatera aucun effet physiologique. Donc ici, on se dit 80 mm de mercure et après le choc, 30 mm. Et on voit que en choc, on a une réduction de bicarbonate. Et lorsqu'on donne du chlorure de sodium, le bicarbonate augmente. Si vous donnez une soluté balancée, ça monte encore plus. Par conséquent, l'acétate dans le soluté balancé se transforme en bicarbonate. C'est un précurseur du bicarbonate. Donc, pourquoi ne pas donner du bicarbonate? C'est parce qu'on ne peut pas le stocker dans des poches en plastique, mais uniquement dans des bouteilles. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser. On constate également que le chlorure est beaucoup plus élevé dans ce groupe que dans le plasma, 40 mol de plus. Et la différence est telle que le pH est plus bas. Tout ceci, évidemment, fonctionne sur le plan chimique. Alors maintenant, la physiologie. Quelle réaction a cette acidose entraînée par la dilution? Ce type d'acidose, ce n'est pas d'acidose métabolique. Et
Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens ne peuvent pas faire la différence entre les deux. Ils disent acidose, c'est lié à l'hypovolémie, donc il faut donner plus de soluté. Et c'est faux. Ce type d'acidose n'a absolument rien à voir avec l'acidose de type métabolique, mais cela, pour autant, n'est pas dépourvu d'effets physiologiques au niveau du débit sanguin rénal. On voit ce qu'il en est, et également au niveau de la résistance vasculaire rénale. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième partie, c'est que pour atteindre cet objectif, il faut donner beaucoup moins de soluté que de chlorure de saline. Les cristalloïdes, mais également soluté balancée ou non balancée, le ratio de 2:3. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une cible hémodynamique, vous devez donner moins, et vous allez donner moins de soluté, et ça, c'est une bonne chose. Mais tout ça ne contribue pas pour autant à améliorer la fonction organique. Donc, on voit que sur tout ceci, ça n'a aucun impact. Donc, que se passe-t-il lorsque vous adoptez une approche consistant à donner moins de chlorure? Ici, le résultat d'une étude australienne. Et on constate qu'il y a beaucoup moins d'acidose. Par contre, ils nous disent qu'ils ont plus d'insuffisance rénale aiguë qui en découle. Mais si on restreint considérablement la chlorure, on aura moins d'alcalémie. Et l'alcalémie, c'est encore pire que l'acidose. Donc, on a encore plus, pardon. Donc, c'est encore pire. Donc, il faut faire bien attention parce que là, de quoi parle-t-on? On parle de physiologie et pas de chimie. Alors, est-ce que l'acidose, c'est mauvais en tant que tel? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'effet Bohr? Ce qu'on apprend en première année. Bon, c'est un concept physiologique magnifique. Lorsque vous avez une acidose, les molécules d'oxygène pour pouvoir quitter le sang, l'hémoglobine, plus facilement. Et ça, c'est un très bel article qui nous montre dans quelle proportion. Si vous avez une acidose de 7,3 à 7,1, on calcule que c'est équivalent à une augmentation de 30% du débit cardiaque. L'acidose n'est pas un problème si important que ça en tant que tel, c'est surtout le transport qui compte. Alors, voyons maintenant ces essais, notamment essais SAFE. On a comparé albumine et soluté salin. Pas de différence. Tout le monde a dit « Ah, c'est super, pourquoi utiliser l'albumine? À ce moment-là, ça ne sert à rien. On n'a qu'à utiliser les solutés salins. » Non, on a dit non, parce que ce sont des sous-populations. Alors, on a vu une autre sous-population, c'est-à-dire pas l'AREA, mais les lésions cérébrales traumatiques. C'est pire. Bon, alors, et l'osmolarité? L'osmolarité, on a dit, bon, c'est à peu près pareil. Mais le problème, ce n'est pas l'osmolarité, c'est l'osmolalité. Et pardon, je fais machine arrière pour parler à nouveau de l'acidose. Là, je devais montrer cette étude très intéressante. Ce qu'on a fait là, c'est que ça, c'est une étude canadienne de Michael Hayes, je crois, qui dit bon, on doit donner du chlorure de sodium, ça va entraîner l'acidose et c'est mauvais. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va donner d'abord du bicarbonate de sodium et sauter l'étape acidose. Donc, ils ont même breveté, ils pensaient devenir riches avec ça. Mais la physiologie, ça ne fonctionne pas comme ça. Et les gens commençaient à mourir et ils ont dû terminer cet essai rapidement, plutôt que prévu. L'acidose, effectivement, ça allait mieux, mais on ne sait pas pourquoi, ça a entraîné un surcroît de mortalité. Alors, je reviens à l'osmolarité, osmolalité. Qu'est-ce qu'ils utilisent en Australie, en fait? Eh bien, l'osmolalité, pas la même chose que l'osmolarité, l'un est la valeur calculée, l'autre la valeur mesurée. Et il y a beaucoup plus d'hypoosmolalité que dans un sérum. Donc,
C'est important de surveiller cela de près, surtout pour ceux qui ont des lésions cérébrales traumatiques. Donc, ensuite, on a dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le lactate? Alors, là aussi, si Ringer's lactate, on a dit, maintenant, ça va poser des problèmes parce que l'osmolalité, c'est un problème majeur, hein, sans parler d'acidose et ce genre de choses. Comment est-ce que le lactate et l'acétate se transforment-ils en bicarbonate? Eh bien, de diverses façons. Nous avons le phénomène de l'oxydation, évidemment, qui fait que on a quelque chose dont on ne veut pas qu'il se transforme en bicarbonate que l'on veut, mais on a également le phénomène de l'ocogénèse, c'est-à-dire avec le lactate, on obtient du sucre. Et là encore, c'est avec le Ringer's lactate, vous obtenez du sucre et la plupart va se dissoudre dans le foie. Si vous avez une défaillance hépatique, c'est probablement pas une même bonne idée, ni non plus si vous êtes diabétique. Et ça, c'est un phénomène que l'on connaissait déjà depuis des décennies, puisque c'est ce monsieur Hartmann, qui l'a mis en lumière et qui avait même mesuré l'augmentation des taux de glucose liés à ce type de lactate. Donc, ce lactate, eh bien, il entraîne un surcroît de uprégulation de tout ce qu'on peut imaginer. De l'expression de ceci, des gènes de cytokines dans les poumons. Vous voyez les résultats, les récepteurs Toll-like également montent, c'est de la folie, et les leucocytes s'activent, vous avez plus d'adhésion, plus d'agrégation par rapport à un soluté salin standard. Et là, ces patients dans cette étude sur les patients en choc hémorragique vont décéder plus rapidement. Donc, lorsque vous pensez que vous faites quelque chose d'intéressant sur le plan chimique, attention à la physiologie. Et personne ne pense à vérifier la glycémie avec des gens qui reçoivent ce type de lactate. Donc, toutes ces solutés ont leurs inconvénients. Ici, une étude très intéressante de Thomas Morgan qui dit ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on utilise du lactate et de l'acétate, c'est-à-dire de ne pas avoir cette acidose. Et l'une des raisons pour lesquelles le chlorure de sodium, c'est une mauvaise idée, c'est parce que ça ne corrige pas l'acidose. Et l'acidose métabolique peut devenir une acidose de dilution ou dilutive et ne pas corriger l'hypovolémie. À ce moment-là, vous allez donner encore plus de soluté, ce qui semble logique. Donc, les précurseurs de bicarbonate partent du principe que le lactate ou l'acétate va devenir du bicarbonate. Mais tout dépend du temps, de l'échelle de temps. Le lactate de Ringer, il lui faut des heures avant de devenir du bicarbonate. L'acétate, ça va se faire beaucoup plus rapidement. Donc, ça paraît plus intéressant, mais il y a des inconvénients, vasodilatation, effet délétère sur le cœur, etc. Donc, on dit, bah, là, en ce moment-là, trouvons le soluté salin le plus balancé. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, mais bon, on a pu le tester. Voilà tout ce qu'on a testé. Calcium, carnitine, la taurine, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est très intéressant. Même l'insuline humaine, hein, donc on peut pas avoir quelque chose de plus équilibré. Donc, on compare Akix au volulite et au salin. Et tous les composants, quelle que soit leur composition, vont avoir une amélioration, des marqueurs inflammatoires. N'auront pas, par contre, de bénéfice sur les marqueurs inflammatoires dans le sepsis induit par l'insuffisance rénale aiguë. Bon, on va dire finalement, ça n'aide pas, donc ça ne
fonctionne pas, on dit que tous ces solutés ne fonctionnent pas, ça ne nous aide pas. Donc, on revient aux colloïdes. Je vous rappelle, on va améliorer la perfusion tissulaire pour qu'il y ait moins de volume, et on veut améliorer le débit et en même temps améliorer l'oxygénation tissulaire. Donc, on va donner un soluté qui est très différent de qui va améliorer l'oxygénation tissulaire. Mais non, en réalité, non, ça ne fonctionne pas comme ça, comme on le voit ici, en bas à droite, dans un modèle septique. Ici, on devient très hypoxémique au niveau du rein. Et on n'a pas d'amélioration au niveau de l'oxygénation tissulaire. Et en réalité, ça n'améliore même pas l'acidémie. Malheureusement, l'intervenant ne s'exprime plus dans un micro. Il est à l'écran, l'interprète ne peut pas l'entendre. But the colloid, you see, remains in the vessels and actually dilutes your hemoglobin, which shows that colloids indeed are better for hypovolemia. Les colloïdes fonctionnent mieux sur l'hypovolémie. Les colloïdes corrigent l'hypovolémie. Alors, l'oxygénation, qu'en est-il? Malheureusement, l'orateur est à nouveau à l'écran et il ne parle plus dans un micro. L'interprète ne l'entend pas, il ne peut pas le traduire. Merci. So he did this study in rats. He gave an animal hemorrhagic shock, measured the tissue oxygenation in the kidney cortex, and it goes down. I will finish. Oh, I see. Sorry, I was telling. Merci. Merci. Je croyais que vous me demandiez de me taire. Donc, alors je reprends dans un micro. Plus d'oxygénation tissulaire, donc choc hémorragique, il réanime. Ensuite, l'animal, est-ce que vous feriez un petit peu en réa? La pression artérielle remonte à 80 mm de mercure. Superbe, pression magnifique pour un rat. Aucun effet sur l'oxygénation de ce rein. Donc, bien qu'il soit normal, les lactates sont encore élevés. Les tissus sont très hypoxémiques. Ce n'est que quand il donne du sang qu'à ce moment-là, il peut restaurer l'oxygénation dans le rein et les lactates baissent. Pour améliorer l'oxygénation tissulaire, donc, il faut administrer du sang. Pas de FO2, pas des solutés, mais du sang. Donc, ici, c'est la Zafrani qui a passé 1 an auprès de nous. On s'est dit pourquoi ne pas faire des transfusions en cas de rein septique. Ça paraît un peu fou au départ, mais regardez le résultat. Choc septique, on donne des solutés, ça remonte un petit peu. Puis il dit, vous avez juste un rein mouillé, c'est tout ce que vous avez, ils disparaissent. Mais si vous donnez du sang, vous transfusez, l'oxygénation se maintient, le transport de l'oxygène fonctionne, la créatine descend, les reins se portent à merveille et Lara présentera un poster sur ce sujet demain à midi. Est-ce que tout ceci fait sens sur le plan clinique? J'en arrive pratiquement à la fin, Monsieur le Président. Oui, ça fait sens. Que si vous donnez des solutés, pour quelque raison que ce soit, et la microcirculation, ça améliore la macrocirculation. Vous donnez des solutés pour rien. Ça, c'est une étude de Smaboma. Il a dit alors, si vous avez la tachycardie, l'oligurie, etc., bon, on prend des patients qui ont ce type-là et voici la microcirculation, le débit sanguin. Nous avons 2 groupes. Les patients qui ont ces indicateurs de malperfusion, mais le début est normal.
et les autres à droite et les autres un flux insatisfaisant. Donc là, les surveillants diminuent. Mais pour les patients qui avaient un flux normal, il ne s'est rien passé et il a donné ses solutés pour rien finalement. Donc, ce qui compte, ce n'est pas ce qui est dans le soluté, j'espère que vous l'avez compris, car on peut évidemment parler longtemps des effets secondaires et indésirables, c'est combien on en donne, la quantité. Ce qui compte, c'est le volume. Donc, si on pouvait mesurer la perfusion tissulaire, comment est-ce qu'on ferait pour définir le volume optimal? Eh bien, vous le faites par rapport au patient optimal où il est là, mais évidemment, votre patient il peut se situer ici ou là. Et ce qu'on peut dire, c'est que si vous n'en donnez pas assez, on va voir qu'il y a une hypovolémie parce que ça ne va pas assez vite. Il faut donc accroître le débit cardiaque pour accroître la convection. Si le débit est faible et que c'est une indication qu'il faut donner des solutés, si vous en donnez, le débit doit s'accélérer. Si ce n'est pas le cas, vous avez un autre problème. Peut-être que les cellules endothéliales ne sont pas contentes, ni les globules rouges ou autres, trop de viscosité. Mais si ça commence à avancer plus vite, que vous avez une bonne réponse microcirculatoire, c'est bien. Mais si vous en donnez trop, attention, parce qu'il va y avoir un phénomène de dilution de la microcirculation. Dès que vous aviez un problème de convection, maintenant vous avez un problème de diffusion lié à la distance entre les cellules qui va s'accroître. Donc, le volume optimal sera celui qui déterminera le flux ou le débit optimal avec des distances de vaisseau à vaisseau minimales. Pour ça, il faut un nouvel outil, c'est celui dont je vous parlais. C'est un dispositif de 3e génération qui peut examiner chaque globule rouge pratiquement de façon séparée. Alors, quels sont les défis à relever? Ils sont nombreux et les solutés ne sont pas la réponse à tout. Ici, vous voyez un petit peu les cellules. Ça saute un peu l'image, mais ça, c'est une image assez parlante du sepsis. Et on voit immédiatement le problème hémodynamique que l'on a, parce qu'il y a des endroits où la circulation est bonne et d'autres où c'est complètement coincé. Et si vous donnez des solutés à ce type de patient, ce qui va vite va aller encore plus vite, mais ce qui est bloqué va rester bloqué. Donc, au final, je voudrais vous montrer ceci. Coagule vasculaire disséminé chez ce patient avec un problème hémodynamique complètement différent de celui qu'on peut avoir en hypovolémie. Je vous remercie donc de votre attention et n'oubliez pas ce que quelqu'un a dit, c'est Paracellus, tout est poison, rien ne contient pas de poison et la seule chose qui fait que ça ne nous empoisonne pas, c'est finalement la dose. Merci. Merci infiniment de cette invitation à être des vôtres